Bonjour, Gérard Poussin, donc moi je suis médecin et responsable de la direction santé publique et la ville d'Angers. Je suis relativement peu confronté à la grande précarité dans la rue, à la rencontre des migrants relativement peu également. Les migrants que nous rencontrons, c'est en centre de vaccination par exemple, donc on retrouve les difficultés que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire communiquer, se faire comprendre, parce qu'il y a une vraie demande, notamment l'inscription à l'école ou dans les accueils de loisirs, et donc les parents veulent absolument qu'on vaccine les enfants, mais l'idée c'est surtout quand c'est des gens qui sont arrivés depuis peu, c'est d'essayer de savoir s'il y a des restes quelque part, en tout cas de traces de vaccination pour ne pas survacciner. Non, là où je suis le plus souvent sollicité, moi, c'est pour des situations de précarité, mais à domicile. Donc des situations de précarité qui sont souvent liées à des problématiques psychiatriques, donc en fait qui sont la traduction de la maladie, avec le renfermement de la personne, la reclusion de la personne, des situations parfois de grande incurie, de Diogène. Et donc j'avais plutôt envie de vous parler d'une situation récente de cette année, où je suis interpellé en fait par un agent de proximité, un agent de vie quotidienne qui déambule dans un quartier et qui est pris à partie par des voisins parce que la végétation de la propriété du monsieur déborde sur l'espace public. Donc il m'appelle. Et je me déplace à domicile parce qu'il avait senti que la personne était fragile dans la présentation qu'il a eue, donc je me suis déplacé. Et j'ai eu du mal effectivement à pouvoir rentrer en contact sur la propriété, donc je ne suis pas rentré dans la propriété avant d'y être invité. Donc le fait que la personne m'entende, et puis elle est venue vers moi, et on a pu discuter. Donc ce monsieur n'avait pas de revenus, il a plus de 60 ans, il pouvait avoir droit à la retraite, mais il n'avait pas fait valoir ses droits. Je pense une grande phobie administrative, mais ça touche tous les pans de la société, y compris des ministres. Et puis je discute avec lui, en fait il a une histoire avec la mairie. Il a travaillé de temps en temps avec des contrats. Donc j'ai pu, moi, faire un lien avec des collègues de la mairie, notamment le service social de la mairie, qui a repris contact avec lui, et le CCAS, pour qu'on puisse reconstituer un bout avec lui, un bout comment dirais-je, de parcours professionnel pour lui redonner des droits, et puis aussi faire des démarches administratives pour faire avancer ces situations administratives. Et puis, donc, je l'ai confié comme ça, et puis ce monsieur, un jour, je suis sollicité par le service social de la mairie en me disant, on ne l'a pas revu, il n'est pas venu. Et j'arrive pas à le joindre parce que son téléphone, à chaque fois on tombe sur sa messagerie. Donc je me suis déplacé à domicile. En fait, son téléphone, il n'était pas branché, donc il n'avait plus de batterie. Et il m'expliquait qu'en allant au rendez-vous avec le travailleur social de la mairie, il était tombé, il avait mal à la jambe, donc a priori pas de problème particulier. Le problème qu'il avait, c'est que j'ai pas pu trouver de médecin traitant, et trouver un médecin traitant pour ce monsieur, ça a été impossible dans le quartier. Bon, d'abord, il voulait un homme, c'était pas forcément évident. Puis après, il a lâché un tout petit peu, et même, j'ai fait des démarches auprès de différents confrères et consoeurs qui disaient, ben non, moi je prends plus de nouveaux patients, ou bien j'ai déjà beaucoup de patients avec lesquels j'aurais besoin de passer du temps, donc je ne peux pas. Donc on n'avait pas réussi à trouver un médecin traitant, et il se trouve qu'il était tombé, et qu'au niveau de sa jambe, il y avait un souci, donc il a été hospitalisé en juillet. Et là, donc, il y a eu un traitement qui a été mis en place, il a vu une assistante sociale qui a commencé des démarches, puis quand il est sorti, il a dit, ben non, moi je n'ai pas très envie qu'on vienne me voir rapidement, venez donc en septembre. Moi, je suis un peu têtu, donc moi je suis allé au mois d'août, lui redire un petit bonjour, et quand on a rencontré ce monsieur, on l'a trouvé mieux, je suis allé avec un de mes collègues, on l'a trouvé mieux sur le plan psychique, hein, il était moins dans une dépression, et puis je lui ai demandé, au fait, où est-ce que vous en êtes par rapport à votre prescription. Donc, il m'a montré sa prescription, et la prescription s'arrêtait 3 jours après. Tout simplement pourquoi? Parce que quand il est hospitalisé, il a dit qu'il avait un médecin traitant. Il a donné le nom de son médecin traitant. Sauf que le médecin traitant est à la retraite depuis 2 ans. Et qu'il n'en avait pas. Et c'est là où je me dis, tout à l'heure, hier, on a parlé des critères de comment reconnaître une personne qui potentiellement sera en situation de grande vulnérabilité une fois sorti de l'espace de soins dans lequel il est. C'était le cas. Et il avait dans sa prescription des anticoagulants, des antidépresseurs, donc une prescription qui était nécessaire et lourde, et donc on a pu reprendre contact avec l'hôpital qui a fait une prescription pour 6 mois. On a repris contact avec la pharmacie pour qu'il puisse avoir une distribution de médicaments. Mais il aurait pu très vite se retrouver dans une situation où les choses avançaient, puis pour une raison toute bête, ce qui était effectivement le non-renouvellement de ces médicaments, mais il aurait pu se retrouver en grande difficulté. Donc je me dis qu'effectivement la vulnérabilité, elle est effectivement dans la rue, dans tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, pour des populations très spécifiques qui peuvent être des populations migrantes, mais la grande précarité on la trouve aussi, et la précarité on la trouve, alors ça peut être une précarité, et c'est souvent quand il y a une comorbidité avec, c'est compliqué, notamment des problématiques psychiatriques, ou bien des troubles aussi, et on travaille avec des collègues autour des personnes âgées, quand effectivement
savoir moins bien dans les habitudes de vie, dans la cognition, dans la compréhension, et comment, j'allais dire, la difficulté c'est comment on va plus loin, on met le pied dans la porte, et jusqu'où on va empêcher que la porte se referme quand elle a pu s'ouvrir, qu'on a pu discuter, pour essayer de créer de la confiance. Hier c'était dit, parfois on se déplace 20 fois, et la 21e fois ça marche, mais là c'est pareil, on va se déplacer plusieurs fois, et puis une fois ça marche, on a l'impression que c'est grâce à nous. Non, c'est parce qu'il y a eu 10 personnes avant qui sont venues, et qui ont fait que le terrain, le terreau, ça a pu avancer, que la 11e fois, quand on arrive, c'est possible. Voilà. Donc moi, cette question-là que j'ai, je l'ai tous les jours quand je suis, c'est pas tous les jours heureusement, mais quand je suis sollicité, c'est jusqu'où je peux aller, jusqu'où je peux effectivement aller au-delà de ce que la personne est prête à accepter, et puis à un moment, c'est à partir de quand on abandonne. Voilà. Donc bonjour, je suis Gosia Courtois, infirmière du dispositif d'appui en santé mentale, qui est l'équipe mobile psychiatrie précarité d'Angers. Elle a été créée en 2007. C'est une équipe qui est coportée par le César où je suis salariée et Vive 3. L'équipe est composée d'un psychiatre, Anne Fayol, d'un cadre fonctionnel, d'un cadre de santé, de 5 psychologues qui représentent 3,4 ETP et de 2 infirmières, ainsi qu'un interne de médecine générale qui est en stage précarité présent à 15%. Je me suis inspirée de la brochure de l'équipe pour vous remettre le cadre de nos missions, qui est de réintroduire la parole et l'écoute en direct avec l'usager ou dans l'aide apportée aux intervenants, de repérer et identifier une pathologie psychosociale et ou psychiatrique, de restaurer la dimension de la vie psychique, même en situation aiguë, de soutenir et former les intervenants sociaux afin de favoriser le repérage précoce des troubles psychiques, et de proposer à la personne une orientation adaptée vers le réseau de santé et favoriser une prise en considération globale et continue. Pour ce faire, l'équipe se réunit tous les lundis matins et nous échangeons autour des situations que nous rencontrons chacune, et aussi nous étudions les fiches de saisine pour ajuster au mieux notre réponse, parce que l'équipe est sollicitée par les partenaires, dont vous pouvez tous faire partie par le biais de fiches de saisine. Il y a en plus 2 actions qui sont proposées, une qui s'appelle Croisons nos regards, qui est un temps d'échange pluriprofessionnel sur des situations où les professionnels sont parfois en panne, et une nouvelle qui s'appelle Un temps pour soi et qui commencera à partir de novembre, coportée par Camille Le Guenec qui est psychologue et Arma Léon qui est danseuse orientale à destination des femmes en situation de précarité. À l'issue des réunions du lundi, nous partons chacune dans des lieux de permanence. C'est un choix qui a été fait pour être au plus près du public afin de faciliter la rencontre. Pour ma part, donc, j'interviens à la MDS de Angers-Est et en partenariat avec l'équipe du SAMU social d'Angers. Il est néanmoins tout à fait possible d'organiser des rencontres hors de nos lieux de permanence et en fonction de ce qui est possible pour les personnes ou les professionnels. Les rendez-vous peuvent se faire en tripartite, une première fois ou plusieurs fois, mais aussi en individuel. Voilà. Évidemment, nos rencontres sont soumises à la confidentialité et elles peuvent commencer à un endroit et continuer ailleurs. Ça, c'est aussi un principe, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'une personne est rencontrée sur un lieu d'hébergement à un instant que si elle n'est plus dans ce lieu d'hébergement, les rencontres s'arrêteront. On peut choisir de les rencontrer ailleurs. Voilà. Pour la présentation de l'équipe. Très bien, merci. Bonjour, Nabila Karmas, directrice de l'abri de la Providence. Alors l'abri de la Providence intervient dans un spectre large de la prise en charge des personnes en situation précaire. Ça va depuis très récemment à la prise en charge de l'accompagnement social global des gens du voyage domiciliés en SIAD ou en CCAS, en SIAS ou en CCAS. Des mesures de prévention d'expulsion, des mesures ASLL et AVDL, et en lien avec le docteur Doussin dans le cadre de la santé publique, de prise en charge de public pour éviter des expulsions. Donc dans le logement, des interventions dans le logement. Historiquement, on gère le SAMU social, le 115, depuis peu le site de mise à l'abri aussi, Rouchy, chemin de traverse maintenant. Des dispositifs aussi de domiciliation et de prise en charge d'accompagnement social global des gens sur domicile, une file active de 400 personnes sur le territoire, plus des hommes et des femmes isolées, un pôle hébergement, donc un CHRS,
docteur Emmanueli est venu visiter hier des pensions de famille, et puis donc la prise en charge des mineurs non accompagnés, un agrément de 500 personnes, mais actuellement nous en accueillons 350. Et puis un pôle migrant, donc prise en charge de 200 demandeurs d'asile, une centaine de personnes réfugiées. Je pense que j'ai fait le tour. On a temporairement géré donc, avec l'équipe mobile le CHS pendant une année. Nous avons, si on travaille bien avec les institutions, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire en domaine du travail partenarial grâce au Sésame, à l'équipe mobile, grâce à la PAS, au lien avec les partenaires, on a beaucoup de difficultés plutôt pour la prise en charge des médecins traitants, comme ça a été souligné, ou de la prise en charge de soins dentaires. Si vraiment à l'arrivée des jeunes MNA, il y a un bilan de santé qui est fait dès le départ, après on se retrouve vraiment confronté à une non-prise en charge de ces publics au long cours. Ça, c'est une réalité, y compris pour nos populations migrantes. Si l'IDMNA, il y a beaucoup de francophones, dans le pôle migrant, il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment besoin de faire appel à des traducteurs, et malgré la création de l'URML et de pouvoir faire appel à l'interprétariat, il y a beaucoup de médecins libéraux, notamment parce que ça nécessite une organisation, un travail administratif, quand on sait que déjà, il faut qui gère les feuilles de soins électroniques. Enfin, il y a une certaine réalité qui fait que les populations comprennent pas souvent quand elles rentrent ni la prescription, ni le diagnostic qui a été posé. Après, il y a la prise en charge des soins psychiatriques, quand même, qui est problématique, notamment pour la pédopsychiatrie. Il y a une prise en charge tardive. Après, je me pose juste la question aussi du refus de soins et pour les publics qui sont face à des décès simultanés des travailleurs sociaux et qui se sentent complètement impuissants face à ces refus de soins, comment on peut quand même aider aussi les professionnels de santé. Et puis, quand il y a un refus de soins, on a le cas d'un schizophrène qui prend pas qui est suivi qui est stabilisé, avec des injections de retard, et qui refuse les soins et qu'on laisse un jeune MNA, contrat d'apprentissage, titre de séjour, travaille avec les écoles, il arrête de se soigner, il met tout en échec, crise de paranoïa, des cris la nuit, un départ d'incendie dans un appartement, avec une casserole, il est en cohabitation, les voisins. Je me demande simplement jusqu'où ça met en danger les autres jeunes. Je me demande à un moment qui doit prendre en charge quoi quand c'est pas adapté. Donc, bonjour, donc je suis Delphine, à la PAS urgence du CHU d'Angers, en réanimation médicale. Donc pour vous parler du contexte de travail, je ne sais pas si on m'entend bien. Tu as ton portable à côté de toi, il faut que tu le pousses. Donc, je ne sais pas. On a un portable avec proximité. Sinon, tu changes de micro. Ouais. Vous m'entendez? Oui, ça a l'air d'être mieux. Donc pour vous présenter brièvement la PAS du CHU d'Angers. Donc on a parlé ce matin au niveau juridique de la législation de lutte contre les exclusions et des PRAPS qui ont été à l'origine des PAS. Et Jérémy Gérard nous a parlé ce matin aussi du public aussi qu'on accueillait. Donc une population en situation de grande vulnérabilité et en difficulté d'accès aux soins de santé. Majoritairement avec une absence de couverture sociale. Donc, comme on a dit ce matin, l'objectif d'accompagner ce public à réintégrer le système de droit commun et préserver ensuite la continuité du parcours de soins. La PAS du CHU d'Angers est rattachée au service des urgences et il a été créé des consultations spécifiques dédiées à la PAS. En effet, on a parlé hier des scores précarité où en effet on a un système de repérage avec des indicateurs de précarité qui permet aux urgentistes et à tout personnel des urgences
de repérer un public en difficulté, notamment pour l'accès aux soins, ce qui nous permet d'accueillir et d'orienter ces patients spécifiquement en consultation dédiée à la PASS, mais aussi tous les partenaires sur la ville d'Angers extérieure qui nous orientent ces personnes en consultation dédiée. Donc ce sont des consultations sur rendez-vous et en dehors de rendez-vous aussi. Avec un personnel dédié, donc une prise en charge médico-sociale, médecin, interne, stage précarité, une infirmière, une secrétaire et 2 assistantes sociales. L'accès à la PASS pour les patients, aux examens médicaux, au plateau technique, je ne sais pas si vous m'entendez toujours, aux soins et aux médicaments. Ça fonctionne ? Je ne suis pas très habituée au micro, excusez-moi. Donc c'est l'utilité pour la PASS d'Angers auprès d'une population migrante, notamment les primo-arrivants dont on a parlé, avec les demandeurs d'asile en population majoritaire, mais aussi destinée à une population française. En 2019-2020, entre 15 à 16% de la population était française. Nous travaillons bien entendu au quotidien en lien avec l'extérieur de l'hôpital et nous participons régulièrement à des commissions dont un certain nombre d'entre vous font partie sur la ville d'Angers pour pouvoir réfléchir aux problématiques communes concernant les personnes sans domicile fixe, les populations migrantes et en difficulté psychique, pour réfléchir et être toujours au courant de l'actualité de chacun. Dans mon activité en tant qu'assistante sociale, donc à la PASS, mais aussi aux urgences et en réanimation, donc je m'occupe d'un public aussi personnes âgées, un certain nombre de personnes âgées isolées avec peu de revenus. Emmanuel Baudry en a parlé aussi, mais les publics jeunes aussi qui peuvent être en grande précarité. Et puis des parents isolés ou des victimes de violences. Et aussi également des problématiques psychiatriques addictologiques. Donc moi j'ai essayé de réfléchir un petit peu à mon niveau en tant qu'assistante sociale on va dire aux limites et aux contraintes dans le parcours de soins pour la personne. Donc je ne vous détaillerai pas tout ce que j'ai pu penser, mais concernant les contraintes de conditions de vie dont on a parlé déjà depuis hier, puisque la santé elle dépend des contraintes de vie. Donc l'absence de ressources, de logement. Nous, à la PASS, en 2020, 55% des personnes dont on s'occupe n'avaient pas de ressources et 81% n'avaient pas de logement. La barrière de la langue, l'isolement, le parcours migratoire, toutes les conséquences physiques et psychiques pour la personne. Et souvent, le cumul des difficultés. Avec tout ça des freins d'accès aux soins. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours, j'ai l'impression de ne pas être bien entendue. Et qui peut amener dans certains cas, comme l'évoquait Xavier Emmanueli ce matin, au syndrome d'abandon. Moi j'ai un exemple très récent la semaine dernière, donc un patient que j'ai suivi dans le cadre de la PASS, mais que j'ai aussi retrouvé en réanimation quelques jours après, suite à ce syndrome d'abandon, en effet, en tant qu'humain, où il s'est retrouvé face à ses conditions matérielles, où une ex-petite amie lui avait renvoyé le fait qu'il n'avait rien en France, en fait, donc il s'est senti inexistant et qui l'a amené à une tentative de suicide. Donc voilà, c'est pas très gai, mais c'est aussi des réalités. Donc nous, comment, en tant qu'assistante sociale, on aide à lever ces freins qui freinent l'accès à la santé, et comment on rend acteurs les personnes à notre petit niveau, comment on les accompagne pour qu'elles deviennent actrices de leur santé et qu'elles accèdent à une autonomie vers la médecine de ville. Donc c'est alors pas seulement assistante sociale, c'est aussi les équipes avec lesquelles je travaille, puisqu'on est vraiment dans une prise en charge médico-sociale. Ça passe par l'individualisation de la prise en charge, comprendre, replacer la personne comme sujet, on l'a dit notamment ce matin, c'est-à-dire donner la parole, amener la personne à parler de ses difficultés pour comprendre les freins,
lever la barrière de la langue. On a parlé de l'importance du recours à l'interprétariat professionnel qu'on utilise, on a la chance de pouvoir utiliser à la PAS. Donc l'interprétariat dans la langue maternelle pour que la personne s'empare de la parole, qu'on la comprenne aussi dans sa dynamique socio-culturelle et pouvoir l'entendre et l'écouter. Donc c'est aussi la mettre en confiance, la rassurer. On a parlé pendant la première période de confinement notamment des personnes en situation irrégulière qui n'osaient plus venir nous voir à la PAS pour être soignées parce qu'elles avaient peur de l'attestation et d'être repérées en se déplaçant. Donc essayer de mettre en confiance la personne pour qu'elle vienne vers le soin et vers nous. Parfois des personnes aussi qui sont prises dans des problématiques telles que l'OQTF. Je me souviens d'une dame qui était menacée d'être expulsée du territoire et qui avait une grosse problématique de santé. Et il a fallu essayer de l'amener à avoir aussi l'importance de se soigner aussi. Ou des parents parfois isolés qu'on rencontre aussi sur les urgences, qui sont isolés et qui veulent s'empêcher de se soigner parce que personne pour s'occuper de leur enfant et qui est aussi leur priorité première, leur enfant. Le rythme aussi, l'importance du rythme, travailler au rythme de la personne. Il faut accepter parfois les allers-retours. Il y a des personnes, certes l'objectif c'est que la passe soit une passerelle pour la personne, mais parfois il y a des allers-retours. Il y a des personnes qui ont du mal à accéder, à aller vers la médecine de ville, qui reviennent vers nous. Il faut prendre en compte aussi leurs traditions, leurs particularités liées au pays d'origine, ou des traumatismes aussi qui les freinent. On a eu l'expérience avec un certain nombre de partenaires ici d'un monsieur maghrébin qui était retourné dans son pays. Il avait vécu un certain nombre d'années en France, il était sous tutelle, il était logé, hébergé. Il est retourné au Maghreb et quand il est revenu avec toutes ces difficultés de handicap, il n'était plus sous tutelle, il n'avait plus de toit. Et pour autant, il avait quand même des grosses difficultés de langage cognitif. Donc cette personne, elle vivait à la rue, on la voyait se dégrader. On a essayé à la PAS, mais pas seulement la PAS, aussi avec les partenaires, le DIASM, le SAMU social, de la faire venir vers nous, d'essayer d'avoir des repères pour l'amener quand même à se soigner et petit à petit l'amener vers un lieu plus adapté pour elle. Donc cette personne a pu intégrer un lit d'accueil médicalisé. Donc tout ça pour dire qu'on est amené à revoir certaines personnes. Et puis cette notion de temps, donc ce matin Xavier Emmanueli disait que dans l'exclusion il n'y a pas de temps, et c'est vrai qu'on le rencontre souvent avec les personnes que l'on voit, on essaie de leur donner des rendez-vous, mais cette notion de revenez lundi, revenez mardi, mercredi, on se rend compte que bien souvent, pas seulement les personnes avec barrière de la langue, mais aussi des personnes françaises, l'emploi du temps, la semaine, la notion de la date, elle n'est pas toujours là. Donc il faut les accompagner aussi autour de ça, parce que nous on a nos propres habitudes, nos propres emplois du temps, mais les personnes sont souvent éloignées de tout ça. Il faut aussi pouvoir mobiliser les ressources de la personne, et donc en tant qu'assistante sociale, on essaye d'évaluer quelles sont les ressources pour que la personne elle puisse les mobiliser et qu'on lève un petit peu les freins. Donc l'accès à l'autonomie, c'est aussi donner la chance à chacun de se soigner en l'informant correctement. On a parlé, le professeur Vignon-Barrault nous a parlé de la législation avec des termes qui évoluent souvent. Donc certes, nul n'est censé ignorer la loi, mais les rouages administratifs, législatifs sont souvent compliqués. Donc en tant qu'assistante sociale, on a aussi un devoir d'informer la personne pour qu'elle puisse choisir et s'orienter dans le système de santé. Faire des choix de vie aussi, on les oriente vers les associations qui informent sur le droit des migrants aussi pour que la personne ait les bonnes informations pour faire ses choix de vie elle-même. Donc certes, des inégalités de vie, mais on tend à essayer de favoriser l'égalité de soins. En tant qu'assistante sociale à la PAS, on a une grosse mission autour de la protection maladie, l'accès aux soins par la protection maladie. Donc on a un gros travail de montage de dossiers d'assurance maladie, de complémentaire santé solidaire, d'aide médicale d'État et parfois d'activation des soins urgents pour que la personne puisse continuer à se soigner dans le temps. Puisque à la PAS,
nous sommes qu'une passerelle. Voilà, pour rappeler ce droit d'être soigné et de se soigner. Et enfin, alors sur le temps des urgences ou sur le temps de la passe, nous n'avons pas forcément le temps nécessaire, mais on travaille beaucoup en lien avec les partenaires autour du logement, du revenu, d'éducation qui ont aussi un impact sur la santé. Donc pour pouvoir, en tant qu'assistante sociale sur la passe aux urgences, on veille à ce que la personne soit en lien avec les bons intermédiaires à l'extérieur pour pouvoir travailler toutes ces problématiques qui ont un impact sur la santé. Voilà. Et puis pour revenir sur quelque chose, c'est vrai que Xavier Emmanueli ce matin nous a parlé beaucoup de la personne en tant que sujet. Moi je voulais juste parler de mon expérience où je suis arrivée sur le CHU il y a 3 ans et demi. Auparavant j'ai une expérience plutôt en gériatrie d'une dizaine d'années. Et quand je suis arrivée, j'avais un petit peu cette crainte de me dire comment je vais approcher ce public exclu qui vit à la rue, comment je vais pouvoir l'approcher dans la relation, moi qui avais travaillé une dizaine d'années auprès de personnes âgées. Et je me suis très vite rendu compte que en fait, approcher une personne âgée, approcher une personne exclue, finalement c'était pour moi la même chose. Voilà, pour dire que tous sujets égaux et qu'on essaye de tendre à y contribuer. Donc bonjour, Stanislas Blanchard, France Horizon. Alors France Horizon, c'est une association qui s'occupe de personnes en situation de précarité, notamment des demandeurs d'asile. Moi, je suis responsable des lits Halte Soins Santé et lits d'accueil médicalisé sur Segré. C'est des dispositifs qui ont ouvert début mars. Donc les lits Halte Soins Santé et lits d'accueil médicalisé, ce sont des personnes sans domicile qui ont des problématiques de santé et dont la pathologie ne nécessite pas une prise en charge hospitalière. Ils sont accueillis chez nous, on a 23 places. Que vous dire sur les lits Halte Soins Santé? C'est une prise en charge courte de 2 mois, renouvelable, et sur les LAM, on a une prise en charge longue. Alors moi, je voulais peut-être pas forcément vous présenter, on pourra en discuter après, mais je voulais vous parler de 2 situations sur les lits Halte Soins Santé et les lits d'accueil médicalisés, pour remettre un peu les usagers au centre, les personnes qu'on accueille. On fonctionne sur dossier d'admission. On reçoit des dossiers d'admission, volet social, volet médical, et une commission décide si les personnes peuvent potentiellement être accueillies chez nous. Et on se rend compte souvent que les personnes, nous on peut décider lors de la commission d'accueillir la personne. Et on a un médecin sur la structure qui intervient aussi à l'hôpital. Il y avait un monsieur, on avait décidé de l'accueillir sur les lits Halte Soins Santé. Notre médecin l'a rencontré aux urgences du CHU un peu plus tard. Et en fait, cette personne a signifié qu'elle ne souhaitait pas venir chez nous. Donc ça posait la question de la rédaction de ces dossiers d'admission et comment la personne est actrice des orientations qu'on peut leur proposer à un moment donné. Donc ça, c'était une première... je voulais qu'on puisse échanger là-dessus. Et à contrario, quelqu'un qui participe à la rédaction de son dossier, qui est partie prenante, qui est actrice de son orientation et qui viendrait visiter notre établissement, qui du coup peut choisir sa chambre, rencontrer l'équipe médicale, l'équipe sociale, on se rend compte que la prise en charge se fait beaucoup plus facilement. Et elle adhère du coup aux soins, on n'est plus dans une injonction. Donc en fait c'était juste pour qu'on puisse discuter sur comment aussi des fois dans nos différents métiers, on peut faire à la place des gens, parce que il n'y a pas de place en EHPAD, il n'y a pas de place en MAS, il n'y a pas de place, et du coup on va faire un dossier d'admission à l'HSS ou en LAV. Donc moi j'aimerais qu'on puisse échanger là-dessus, puis je présenterai peut-être un peu plus en fonction des questions, mais c'était pour remettre un peu aussi les personnes au centre et moi j'appelle ça la capacité d'agir des personnes et comment elles peuvent être squeezées des fois de leur propre orientation et qu'on peut les mettre dans des injonctions justement, ce qu'on disait ce matin, auxquelles elles n'atteignent pas du tout. C'était tout. Bonjour, Gilles Mathias Salé, je suis le responsable du point accueil santé solidarité, donc un centre d'accueil de jour géré par la direction de l'action sociale du CCS d'Angers. Donc ce centre d'accueil de jour est un lieu d'accueil inconditionnel et anonyme où nous accueillons en termes de public, des publics sans domicile fixe, des publics sans abri, naturellement aussi des migrants avec des statuts divers et variés en termes de régularité et d'irrégularité.
puis on accueille également aussi des personnes logées, mais qui vont se retrouver dans une grande précarité de lien social. Alors ce n'est pas forcément notre public cible, mais vu que parfois ce sont des anciens de la rue que nous connaissons, nous les accueillons. Et nous voyons bien que ce qu'ils viennent chercher, ce n'est pas nos prestations, c'est juste du lien. Et le lien, ils l'ont avec nous. Donc après, charge à nous de travailler avec eux aussi pour qu'ils aillent trouver ce lien ailleurs, dans d'autres structures dédiées. Donc en tout cas, en termes de santé, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de l'équipe du PASS, nous avons une infirmière, nous avons une psychologue, une travailleuse sociale et des agents d'accueil et de médiation. Et toute cette équipe concourt à accompagner ces personnes vers les différents soins de santé qui peuvent leur être proposés en interne du PASS, mais également auprès des partenaires, et notamment la base du CHU, avec laquelle on travaille très régulièrement, on collabore régulièrement. Donc vous dire qu'aujourd'hui, les demandes en santé, elles sont souvent autour de la bonbonnologie. La vie à la rue n'est pas simple, et parfois rude. Elles sont autour de prise de rendez-vous pour répondre à des besoins. Médecins traitants, spécialistes, la dentisterie, on rêve de dentistes qui nous disent bien sûr j'ai de la place, je vous accueille demain, ainsi que d'autres spécialistes. Mais ça, sur l'idée, on est égaux devant ces difficultés parce que c'est pour tout le monde pareil. Et puis, on a aussi la possibilité de proposer des séances de vaccination. Une fois par an, nous avons un médecin dédié qui vient proposer des vaccinations hors Covid. Naturellement, la pandémie ne vous a pas échappé, elle ne nous a pas échappé non plus. Donc là aussi, une collaboration forte avec l'équipe Covid du CHU. Et aujourd'hui, les tests peuvent être réalisés pour les personnes précaires et les séances de vaccination continuent à être organisées, tout en essayant d'orienter les gens vers ce droit commun vers lequel nous cherchons à tendre systématiquement. Nous cherchons à tendre systématiquement en fonction des personnes. On sait qu'on accueille aussi des personnes, je ne reviens pas sur les troubles spatio-temporels, ils ont été très bien expliqués en amont, mais en tout cas, on se retrouve aussi des fois dans la nécessité et dans une décision collégiale d'équipe de se dire on va accompagner, on va prendre le temps d'aller, d'accompagner, de rester, de rassurer, de faire les présentations, de faire ce lien pour que la personne puisse accéder à ce soin, quel qu'il soit. Et c'est parfois chronophage, mais c'est souvent un facteur de réussite. Et puis, au PASS, on accueille également de nombreux partenaires. On a des séances de dépistage concernant les IST, les infections sexuellement transmissibles, et puis les hépatites. Donc on collabore avec le service des maladies infectieuses du CHU, ainsi qu'avec l'association AIDS, qui viennent assez régulièrement proposer des dépistages. Proposer, on n'impose pas. Chacun est libre de refuser ou d'accepter. Et on s'aperçoit que la présentation, l'annonce qui est faite en amont dans notre service fait que assez facilement les gens s'inscrivent, les gens en tout cas sont intéressés et se présentent. Clotilde, tu témoignais tout à l'heure de 14 personnes inscrites pour une vaccination Covid, 14 personnes présentes, voilà. Mais c'est aussi tout le travail qu'on a fait en amont, le fait aussi que l'équipe Covid est repérée par les personnes que nous accueillons. Et donc forcément, on va plus facilement vers quelqu'un qu'on a déjà vu, et donc on en revient toujours à cette histoire de lien. Alors bien sûr, tout n'est pas rose. On a des partenaires que nous attendons, on aimerait parfois qu'ils puissent nous aider plus rapidement. Je fais référence aux difficultés en santé mentale. Nous accueillons des personnes avec qui les relations sont parfois compliquées, complexes, parfois tendues, parfois rigolotes, mais en tout cas, leurs troubles sont présents et représentent un véritable frein à leur insertion. Et c'est vrai que quand on arrive à avoir un rendez-vous dans un CMP, la rencontre avec l'infirmière ou l'infirmier est assez rapide. À partir du moment où il va falloir envisager un traitement médicamenteux, donc la rencontre avec un psychiatre, là, les temps sont beaucoup plus longs et sont, pour la plupart du temps, inadaptés à nos publics. Un exemple très simple, un monsieur que nous avons accompagné récemment auprès d'un CMP, il a été très très bien accueilli. On est au mois d'octobre. Le rendez-vous avec le psychiatre est le 27 janvier.
Et ça, voilà, c'est un exemple c'est une difficulté qu'est la nôtre aujourd'hui. Naturellement, dans notre action, on travaille également à l'ouverture des droits, les droits à la CMU, les droits à l'AME, toutes les informations nécessaires pour pouvoir avoir accès à toutes ces couvertures médicales qui permettent un accès aux soins. Et puis, on a aussi des informations collectives, c'est-à-dire qu'on se met sur l'espace collectif et les informations sont données. Alors certains y participent avec beaucoup d'intérêt, d'autres n'ont pas l'air du tout intéressés, mais ont quand même une oreille qui traîne, ce qui permet de sensibiliser aux IST, de parler aussi des dispositifs de la sécurité sociale. J'en parlais tout à l'heure, en disant, voilà comment ça fonctionne la sécurité sociale, voilà qui paye pour les soins de santé. Voilà comment cette solidarité française nous permet à tous d'avoir un système de santé efficient, efficace. Alors on pourra toujours trouver des points d'amélioration, mais en tout cas, voilà comment ça fonctionne. Et puis, une des difficultés qui est la nôtre aussi pour accompagner ces personnes vers la santé, c'est pour les personnes à la rue qui sont dans un grand dénouement, parfois une inquiétude au quotidien de où vais-je manger, où vais-je dormir en sécurité. Eh bien, la santé, c'est pas forcément le premier besoin. Et donc, souvent, on diffère cet accès à la santé. Et puis on y arrive quand les choses sont mal barrées. Donc je ne peux pas en dire plus, moi aussi j'ai envie de savoir un peu quelles sont les questions.